Bienvenue à l'émission Parlons avec les vétérans. Salut Phil. Là, il faut faire que tu te mettes à l'aise aussi. Ça fait combien de temps qu'on se connaît environ, là? Ça fait environ, je dirais, une bonne quinzaine d'années. Quinzaine, hein? Même, je dirais peut-être un petit peu plus. Puis, là, on va commencer comme qu'on fait l'habitude, parce qu'il faut que je présente un peu là, ta carrière. Là. Ouais. Parce que c'est carrément différent des autres personnes que j'ai rencontrées, puis c'était ça le but de l'émission. Yvan Roy, là, je regarde quand même ma feuille, là, parce que j'ai beaucoup de stock, puis ça serait plate de l'oublier. Yvan Roy, 32 ans de service au 5e RELC, mais pas juste au 5e RELC, avec différents régiments d'artillerie. Oui. Adjudant, a terminé sa carrière militaire au rang d'adjudant. A fait une mission opérationnelle 80-82 à Chypre. Par la suite, a été revenu au Canada. Il s'est fait transférer comme instructeur à l'École des recrues des Forces canadiennes à Saint-Jean. Après ça, c'est encore instructeur, mais à l'autre bout, au Nouveau-Brunswick. Après ça, une mission en Allemagne de quelques années. Fait que d'entrée de jeu, là, Yvan Roy, là, qu'est-ce qui t'a amené puis à rentrer dans les forces, là? Puis dans la région d'où ce que tu vivais, là? C'était quoi les plus grosses raisons là, que tu dis, moi, Yvan Roy, là, aujourd'hui, là, je signe fort 3 copies puis je rentre dans les forces, là? OK. Premièrement, je viens de l'Abitibi, je viens de Rouyn-Noranda. Puis mon père travaillait dans la mine Noranda, puis c'était un métier très difficile. Fait que vu qu'il y avait l'opportunité de travailler dans la région de Montréal, il y avait beaucoup d'emplois dans ce temps-là. On est parti à Montréal, j'avais 5 ans. Mais je suis vraiment un gars du Nord. Un gars de région. C'est ça. Puis, et même étant jeune, quand je restais à Montréal, je vais vous le dire, j'étais malheureux. J'allais à l'école, j'aimais pas l'école, j'étais indiscipliné aussi. Je savais que j'avais un côté leadership, même à l'adolescence, mais pas du bon côté de la médaille. Fait que, à l'âge de 17 ans, on pouvait rentrer dans l'armée, mais ça prenait l'approbation des parents. Puis dans ce temps-là, mes parents, ils voulaient pas que je parte de la maison parce que mon père avait acheté une maison, puis il avait besoin de moi pour travailler dessus. Mais moi, je voulais m'en aller. Fait que ce que j'ai fait, j'ai emmené un supposé document de l'école à ma mère. OK. Puis c'était la signature que ça prenait pour rentrer au centre de recrutement. Pas rentrer dans l'armée, je m'excuse, mais ça prenait ça au centre de recrutement. Fait que elle a signé sans poser de questions, sans regarder c'était quoi. À ne pas faire, là, pour les ceux qui veulent faire ça, hein? Fait que j'ai fait ça, je suis rentré, je leur ai annoncé dans la semaine même quand je rentrais dans l'armée. Fait que je suis rentré en 75, mon peloton c'était 75-44 dans le temps. J'ai rentré à l'âge de 17 ans. OK? Fait que... Mais là, par la suite, là, tu rentres dans les forces. Ça a-tu pris beaucoup de temps là, que tu choisisses quel métier que tu voulais faire? Ou tu dis, bon, ben regarde, t'avais-tu des connaissances un peu, t'avais-tu de la famille là, qui était dans les forces qui aurait pu te diriger avec ça? Non, personne dans ma famille. À part, je suis seul dans tout côté de ma famille qui a fait de l'armée. Mais j'ai commencé jeune, comme tout le monde. J'ai fait des petits cadets. J'ai aimé mon expérience à l'âge que j'avais. Je suis venu avec le quartier, une couple de reprises dans les camps d'été. Mais j'ai toujours voulu être là-dedans. OK? Mais quand je suis entré dans l'armée, je voulais m'en aller dans les armes de combat. Puis la raison est très simple. Je me suis dit, c'est un métier pour moi, un métier de gars. Un métier où on va sauver le monde. C'est ça qu'on pense quand on est jeune, on écoute des films, c'est ça que ça a fait. Mais quand j'ai choisi mon métier, je voulais m'en aller fantassin, artilleur ou blindé. Les métiers principaux, les métiers de combat. Oui, ce qui comprend les ingénieurs aussi, là, naturellement. Mais on n'a pas de notion. Tout ce qu'on a, c'est l'image de ce que ça peut donner. Mais dans ce temps-là, dans le passé, mon beau-père, mon ancien beau-père, était artilleur dans le passé. Fait que je me suis dit, je vais m'en aller dans l'artillerie, tout simplement comme ça. Fait que je suis rentré dans le métier d'artilleur. Puis sur mon cours de recrue, j'étais le seul qui était artilleur. OK, fait que là, c'était pas un groupe là, à l'école des recrues qui avait rien que... Non. Fait que là, tu étais mêlé avec... Des 22, des fantassins, des futurs fantassins. Fait que dans le langage militaire, tu étais mêlé avec d'autres races. Oui. Il y avait tous les futurs métiers. Puis honnêtement, quand j'ai rentré, là, je me suis senti chez nous. Chez vous? Oui, parce que je voulais vraiment partir. Je voulais vraiment m'en aller de la ville de Montréal. Ça, c'était clair en partant. Puis c'est sûr que je voulais connaître l'aventure. C'était clair. Mais
Je savais que j'avais un potentiel en leadership. Je le savais déjà d'avance. Puis j'allais le mettre en pratique, mais je ne savais pas là. Je l'ai su plus tard. Fait que là, tu finis l'école des recrues. Tu as fait ton école de combat de l'artillerie à Shiloh, Manitoba? Non, ici, avec Cartier. Aussi avec Cartier? Oui. C'était comme la mode un peu dans les années 70 Oui. avec Cartier? Oui. Oui. J'ai fait ça ici, à la base de Valcartier. Oui, c'est ça. Puis là, après ça, là, tu as gradué, ils te transfèrent à ton unité. Tu te préparais là, pour t'en aller à Chypre, là. Fait que là, tu as fait... Pas tout de suite. Pas tout de suite? Non, parce que quand je suis rentré, on est dans les années... je vous ai dit que j'ai rentré en 74, 75. Il y a eu les Olympiques 76. Ah, ben oui, conte-moi ça, oui. Ben c'était... Pour un jeune militaire comme moi, là, c'était une belle expérience. Pour nous autres, c'était... On part en mission, mais c'est une expérience unique au monde, là. Quand il y a eu les Olympiques 76, j'étais un jeune militaire, j'arrive au régiment. On se prépare au régiment. J'ai aucune notion du régiment, mais on se prépare pour les Olympiques. On s'en va protéger le monde. Mais je m'en vais à Montréal. J'aime pas ça, la ville de Montréal. Mais par contre, pour faire le métier, ben, j'ai appris beaucoup parce que on a travaillé avec des policiers. On a appris le travail des policiers. On a appris c'est quoi faire de la protection, faire des fouilles. Tout ça, je connaissais pas ça avant. Puis toi, instinctivement, tu es une personne qui regarde pas juste son petit coin à lui, il aime ça observer les autres, là. Oui, j'ai adoré ça. J'ai aimé cette expérience-là. C'était quoi les règles d'engagement à Montréal? Il devait-tu avoir des règles? Y avait-tu une menace ou c'était juste en prévention de Toujours menace? en prévention. Il y avait un groupe précis? Non, c'était en prévention. Il y avait des règles d'engagement, mais ils étaient très stricts, par exemple. C'était pas une mission de combat, là, quand même. Là. C'était... Écoute, on s'en cachera pas, c'était le fun. Ben oui, ben c'est ça. Là. Ça a été un plaisir de faire ça. Ça a été un plaisir. Ça a été une belle expérience pour tout le monde. Tu as fait un beau déploiement, mais chez vous. Oui, mais c'était vraiment unique. C'est quelque chose que tu connais pas. Là. C'est sûr que la Ville de Montréal, quand elle a vu arriver tous les militaires partout, puis ce qui était intéressant, c'est que tous ceux qui travaillaient pour les forces ou indirectement pour les Olympiques, ben, on avait des passes. Quand on ne travaillait pas, on pouvait aller voir les compétitions. On était quand même privilégiés. Là. Je ne pourrais jamais me plaindre de ça. Puis par la suite, tu tombes... Je suis revenu au régiment, oui, comme normal. Là. J'ai continué les cours normaux d'un artilleur. J'ai fait mes formations d'artilleur. OK, j'ai fait autrement dit, ce que j'avais à faire. Après ça, on a eu l'entraînement pour être muté à Chypre pour l'année 80-81. À Chypre, ben, j'étais au peloton de reconnaissance. OK? Puis, dans ce temps-là, on avait, à Chypre, on avait les véhicules de Chenille blindés, les EPC, puis on avait les Lynx. Mais on manquait de chauffeurs aussi de ça. Fait que nous autres, on était sergents, ce qu'on appelle acting sergent avant de partir pour le déploiement. C'est nous autres qui qualifiaient comme chauffeurs. Fait qu'on était chef d'une section, mais en même temps, on était chauffeur. Fait que là-bas, ben, c'est sûr, je prenais les EPC, les Lynx, tout ça. Puis j'étais à reconnaissance. Fait qu'en étant en reconnaissance, ben, j'ai eu la chance de me promener partout sur la partie où on couvrait, nous autres, les Canadiens. La partie grecque? Oui. Puis après ça, ben, dans notre équipe, moi, j'étais responsable de ce qu'on appelait dans le temps des snipers, mais on n'avait pas la formation sniper comme telle. On avait, je dirais, une formation de base, puis c'est tout ce qu'on avait. Puis quand on avait des dignitaires qui arrivaient, bon, on faisait la protection comme sniper, mais c'était rien du vrai rôle de sniper. Okay? Jamais je vais dire je suis un grand sniper. Non, mais tu n'as pas fait le cours d'une coupelle de... Non. C'est parce que sniper, c'est pratiquement un métier. Non, c'est un métier. Alors, toi, finalement, là, il y avait une dignitaire qui arrivait, il t'envoyait une journée d'avance, il te plaçait pour sécuriser le périmètre. Exactement. Comme tout le monde aurait pu faire, sauf qu'on avait une petite équipe à nous autres qui avait été formée de base. C'est tout. Bon, c'était pas quand même une période de guerre. Là. C'était un conflit différent. C'était une mission de paix quand même. C'était une mission de paix avec l'ONU. Exactement. Là j'aimerais ça que tu me parles lorsque tu donnais de la formation. Et quand tu as donné de la formation aux recrues, oui. Quelle sorte de personne que tu étais? Tu sais, là, point de vue caractère, parce que là, je sais que les femmes commencent à rentrer dans les forces aussi. Explique-moi ça, là, parce que là, tu devais te souvenir, toi, quand tu es rentré dans les forces, comment que tu te sens. Est-ce que tu te servais de ça? Parce que veux pas, Saint-Jean, c'est psychologique
quasiment autant que physique. Est-ce que tu te servais de ça? Tu réussissais à saisir tes élèves comme il faut? J'ai quand même eu un grand privilège. Quand j'ai revenu de mission de CHIP, il y avait une opportunité qui se présentait pour me l'offrir. On avait un sergent qui prenait sa retraite, puis on m'a demandé si je voulais prendre sa place. J'étais jeune, fait que c'est une belle opportunité, j'ai été là. Si j'aimais ça là-bas, si j'ai trouvé ça intéressant, sur toute la ligne, oui. Dans le temps où j'étais là, dans les années où j'étais là, ça veut dire dans les années 82 et ainsi de suite, là, j'ai travaillé avec tous les métiers que je connaissais pas. J'ai appris, là, c'est incroyable, le potentiel de chacune des personnes. Puis tu m'as demandé comment j'étais. Envers les recrues, là. Oui, je vais vous le dire, puis je vais être honnête avec vous autres. J'étais dur. Dur ne veut pas dire crier. Dur ne veut pas dire abuser. Dur, ça veut dire on l'apprend à la dure, mais j'étais fair. J'ai toujours été fair. Dans ce que j'ai fait, comme instructeur, j'ai aucun regret. J'ai eu le respect des recrues, comme j'ai le respect des recrues moi-même envers les jeunes. Parce que faut réaliser que tous ces jeunes-là, que tu le veuilles ou non, ils t'apportent quelque chose. OK? Tu ne peux pas être au-dessus d'eux autres. Tu dois toujours être un exemple pour eux autres. Puis j'ai toujours agi comme exemple. J'ai jamais abusé de mon rang. J'ai jamais été poursuivi pour raison de quoi que ce soit. J'ai toujours agi de façon intègre. J'ai 32 ans de service, puis je m'en cache pas, j'ai une intégrité, puis j'ai une loyauté. Puis quand j'ai des personnes qui travaillent avec moi, que je sois leur chef, j'ai toujours pris comme principe que si dans ma troupe, quelqu'un a une meilleure idée que la mienne, je la prends, puis c'est moi qui décide si on la met sur le plancher. OK? Si moi, je fais une erreur, je ne rends pas la troupe responsable de mon erreur. Je vais être en avant puis je vais dire, vous n'avez pas assumé, je suis responsable. J'ai toujours fait ça. Puis, tu interrogeras d'autres personnes, puis c'est mon nom, il est comme ça. C'est-tu à cause de ça, à cause de ces qualités-là, parce qu'ils se l'ont plus aperçus là, à Saint-Jean, à l'École des recrues, que là, ils t'ont offert un poste à l'École de l'artillerie au Nouveau-Brunswick? Non, pas nécessairement, c'est pas ça. J'ai été promu jeune, OK? J'ai été promu très, très jeune. J'ai été promu adjudant à l'âge de 26 ans. Oh. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? J'étais adjudant à ce temps-là. Écoute, j'ai 26 ans. J'ai pas l'expérience d'un homme de 40 ans. Là. Ça a été difficile. À l'école, j'étais à l'école, OK. Mais quand je suis parti de là-bas pour aller à Gagetown, sur mon cours, j'avais perdu mes notions d'artilleur pendant un certain nombre d'années. J'ai trouvé ça extrêmement difficile. J'ai trouvé ma formation là, comme adjudant là, pénible. Puis je pense que c'est long, c'est 10 mois. C'était pratiquement, c'est ça, c'est 10 mois. Dans mon temps à moi, c'était 10 mois. C'était en anglais. J'étais pas bilingue. Puis il n'y avait pas l'assistance? Non. J'ai trouvé, oui puis non. Mais plus non que oui, je n'ai pas envie de vous mentir là. J'ai trouvé ça pénible. Ça a été, je pense que ça a été le cours le plus difficile moralement que j'ai vécu. Puis les espérances de tes supérieurs qui t'ont envoyé là devaient être hautes aussi. C'était ça qui te dérangeait un peu? Pas en tout. Pas en tout? Non. Tu le faisais vraiment pour toi? Non, je le faisais pour moi. Puis après ça, après la formation, j'ai resté encore un peu. J'ai donné une formation aux officiers parce que j'ai eu une offre pour partir en Allemagne. Parce qu'il ne faut pas oublier, là, avant de tomber sur le sujet de l'Allemagne, là, il ne faut pas oublier que sur le cours des officiers de l'artillerie, je vais leur dire, parce que je l'ai déjà dit, l'officier de l'artillerie, lui, a commencé ses études avec des études universitaires. Puis l'homme du rang, lui, a commencé les études, il a commencé soldat, caporal-chef, et ainsi de suite. Puis le plus haut rang qu'il peut espérer d'atteindre, c'est adjudant-chef, que la majorité du monde ne se rende pas là, ou ils peuvent transférer s'ils font des études. Ça, c'est qu'une ouverture de parenthèse. Fait que toi, t'enseignais à des cours, à des officiers
pour finalement qu'il vienne ton boss. Oui. C'est-à-dire qu'une ouverture de la parenthèse, c'est quand même quelque chose. Là. Ouais. Fait que là, tu t'en vas en Allemagne. Puis explique-moi le processus. Là. Je te laisse aller là-dessus parce que je veux que tu m'expliques quand ils t'ont donné, OK, tu veux-tu aller là? C'était-tu eu des réticences? T'étais-tu content? Puis c'était quoi le climat un peu là-bas? Tu sais, on parle un peu de la fin de la guerre froide, puis toutes tes tâches que tu as eu à faire là-bas, puis qu'est-ce que tu as retiré de ça? Fait que je te laisse partir du début là-dessus. OK. Quand j'ai eu mon offre pour l'Allemagne, j'avais le choix de retourner avec Cartier ou partir en Allemagne, mais c'est sûr que c'est une opportunité de partir. Mais là, j'avais un cours difficile. Puis j'avais un jeune enfant avec moi, que tu connais très bien, Yannick. Yannick, oui. Dont tu as été un de ses instructeurs. Oui. Puis mon fils, il avait quoi? Il avait 6 mois. Partir en Europe ou partir dans un pays étranger avec un jeune enfant, pas évident. Ben non. Fait que j'ai pris ma décision, puis j'ai décidé d'aller là-bas parce que j'avais le choix. Mais je me suis dit, si je vais là-bas, il faut que je vive comme eux autres. Fait que j'ai décidé de ne pas rester dans les maisons militaires, les PMQ qu'on appelle. J'ai décidé de vivre dans un endroit, d'un village allemand, puis m'adapter à eux autres, et non eux autres à s'adapter à nous autres. Là. Mm-hmm. Fait que je suis parti là-bas. C'est sûr que c'est tout un changement. C'est sûr que t'es pas chez vous, là. Mais quand tu rentres dans un endroit que tu es complètement seul, là, dans un village, t'es au bout du monde, là. C'est parce que là, tu penses pas qu'à toi. Quand t'es tout seul, tu pars avec tes chums. Mm-hmm. Mais là, c'est ta femme puis ton fils, là. Puis là, point de vue personnel, c'est un choc. Tu peux pas, OK, moi, dans 2 semaines, je retourne là-bas. C'est pas mal ça marche. Non. Mais là, en plus de vivre ta situation familiale, d'adaptation, là tu as l'adaptation au travail, là. Oui, puis je suis rentré vite au travail. Je pensais d'avoir un peu de temps, là. Écoute, tout change, là. Compte de banque, processus de paiement pour la maison, que ce soit l'achat de laveuse, sécheuse. Et premièrement, tu n'es pas dans ta langue, mais tu apprends vite, par exemple. Moi, je restais dans le village qui s'appelait Kippenheimweiler. Quand tu pars de la base de l'Aar, puis tu t'en vas vers Kippenheimweiler, tu as la route principale qui s'en va vers ce village-là. Tu as un côté droit de ce village-là, il y a des maisons militaires, PMQ si tu veux. Puis du côté gauche, ben il n'y a pas de PMQ, ben c'est des petites maisons de campagne. Fait que je restais là-dedans. D'après moi, là, depuis 4 ans que je suis là, je suis le seul Canadien qui est resté ce côté-là, avec vraiment avec les Allemands. J'ai adoré ce mode de vie-là. De vivre, je vais vous le dire, là, sereinement. Là. Je vous l'ai dit d'abord, j'aime pas la ville. Là. Mm. Écoute, à côté de chez moi, là, j'avais des moutons, des coqs, des poules, des chevaux. J'avais des champs de tournesol. C'était le paradis, c'est la sérénité totale. Tu étais dans un monde à part. Puis le mode de vie, ben, tu t'adaptes au mode de vie. J'ai fait comme eux autres. Mm. La fin de semaine, je me souviens pas quel jour, il fallait que tu passes le balai dans la rue. Tout le monde, c'est beau l'Allemagne, c'est propre. Le monde sont fiers. Fiers. Oh non, c'est vraiment, puis c'est pas stressant là-bas. Comme, je parle pas de l'armée, là, je parle du mode de vie là-bas. Mais ta job militaire, là, c'était plus des entraînements. On sait qu'on était à la fin un peu de la guerre froide, là. Est-ce que c'était encore vraiment, là, jusqu'à la fin, les entraînements, là, pour ça? Explique-moi le genre de temps d'entraînement, là, ou des anecdotes, là, qu'on peut se mettre un peu dans le contexte, là. Quand je suis arrivé là-bas, ils ont décidé de faire un projet pilote. Mais pas avec tout le monde, avec moi. Le projet pilote, c'était d'être adjudant d'un quartier-maître, qui est une job à temps plein, puis être ce qu'on appelle dans notre jargon TSM, sergent-major de troupes. Ils ont fait ce projet pilote-là avec moi, puis c'était 7 jours sur 7. Je n'étais pas là en vacances.
Et puis... c'est beaucoup. C'était énorme. C'était énorme parce que, premièrement, c'est la première fois que je faisais quartier maître. Je parle dans le sens là-bas en Allemagne. Puis, un point de vue civil, là, pour le monde qui ne savent pas, quartier maître, c'est un genre de chef d'entrepôt. Oui, logistique. Logistique, chef d'entrepôt, puis tu es responsable de l'inventaire, des armes, puis tout ça. Là. En tout cas, c'est le job. Après ça, tu as une troupe. J'avais la troupe de support qu'on appelle. Mais naturellement, si tu veux suivre le bilan d'une carrière d'une personne, il faut que tu sois attentif à tout. Il faut que tu sois responsable de ton monde, des problèmes personnels. Mais là, faire les deux en même temps, c'était énorme. Ils ont vu que le projet pilote ne pouvait pas marcher parce que quand j'étais là, j'ai demandé mon licenciement. Je voulais m'en aller. J'en avais... Écoute, j'avais pas de vie, là. C'était pas normal. Fait que avec le temps, ils ont réalisé qu'ils ont voulu me garder. Puis je les comprends. Fait que j'ai réussi... après ça, j'ai fait quartier maître. Un coup, j'ai fait quartier maître. Après ça, j'ai été adjudant technicien des postes de commande. Ma dernière année avant de partir pour le Québec. C'est sûr que j'étais avec le 1RCHA. C'était le premier régiment. La mentalité, le travail est complètement différent de ce qui se passe dans le quartier. Quand je dis complètement différent, c'est complètement différent. C'est style britannique. OK? C'est un style qui est différent. C'est plus prime. L'approche est différente dans tout, peu importe le rang. Mais, encore une fois, s'il y a des gens qui parlent de l'Allemagne comme s'il avait été à la guerre du Vietnam, là, ça n'a pas rapport. C'est vraiment unique au monde d'avoir vécu cette période-là. C'est enrichissant. Tu pars pas souvent, mais tu pars longtemps en manœuvre. Tu pars longtemps. Okay. Tu pars pas souvent, mais tu pars longtemps. Mais tu vas dans un village. Tu te déploies dans des villages comme si ce serait une vraie guerre, mais là, c'est une guerre froide. Là. Tu vas dans des camps pour du vrai tir réel, mais tu fais ça dans des façons, là, des déploiements là, qui se font, tu fais des heures de route en véhicule, là, c'est incroyable. C'est immense. Ensuite, tu fais ça par train. Non, j'ai adoré ça. Ça, c'était une expérience quand même là, très enrichissante pour moi. Avec ton véhicule, là, en ce moment, si tu regarderais ça plus loin un peu, est-ce que tu considères un peu que, on va dire, le temps que tu as passé en Allemagne, as-tu considéré ça plus, OK, je me considérais dans la guerre froide ou je me considérais c'est comme si tu t'aurais fait poster sur une autre base canadienne puis tu continuais à faire des exercices? Oui, ça ressemble un peu à ça. Ça ressemblait un peu à ça, là. Mais, parce qu'oublie pas une chose, le concept de mentalité où on vivait en Allemagne, tu as une base militaire. Une base militaire, elle sera toujours une base militaire, ça ne changera rien. Peu importe où tu vas dans le monde, tu te fais des amis vite, tu as toujours en connexion. Mais quand tu sors là-bas, c'est quand tu sors de là-bas, c'est une beauté. Là. Tu peux pas t'ennuyer. Il y a tellement de culture et d'enrichissement à connaître là. Tu peux aller partout en Europe, tu peux prendre ta voiture, le train, tu peux te promener partout si tu veux. Tu peux en profiter au maximum. Mais là, il y a des gens que c'est là que tu as voyagé le plus en Europe. Tu as des gens qui ont été en Allemagne, ils n'ont jamais sorti de la base. Ils ont été toujours alentour. Mais quand tu sors, quand tu as la chance, quand tu es en vacances, ou quand tu es en déploiement, aussi, quand tu es dans le déploiement, tu passes par des villes, des villages, puis tout ça, puis tu as la chance de connaître. Des fois, tu as une journée R&R qu'on appelle, ou 2 jours, tu peux te promener, tu peux aller voir les choses. Il y a tellement de choses à voir, mais il y a tellement de belles choses à voir là, au niveau culturel. Là. C'est un endroit que je ne pourrais jamais oublier de ma vie. Jamais. Moi, je me souviens, puis tous les militaires qu'on se parle, peu importe l'âge là, ou la décennie qui a fait la majorité de son service militaire, moi, j'ai souvent dit que à 40-50 ans, j'aurais jamais moyen de refaire les voyages que j'ai faits quand j'étais en Europe ou quand j'étais au Moyen-Orient. Exact. Fait que je sais pas, toi, tu t'es déjà dit ça, j'aurais jamais moyen de refaire. Personnellement, moi, j'avais pas les moyens d'aller là. OK? C'est sûr que tu peux te le payer, ce voyage-là, mais tu t'en vas faire ton travail, comme je serais avec le quartier, mais au lieu d'être partir de la base pour aller à Québec, bien, je pars de la base de là-bas, je m'en vais à Lahr, à Vogelsheim, à Hambourg, peu importe. J'ai eu cette opportunité-là. C'est vraiment une belle opportunité. Par contre, ça prend des familles fortes. Oui. OK? Parce que
La personne qui vit dans un village, surtout un village allemand, il n'est pas connecté avec les autres Canadiens comme tel. Par contre, on part pas souvent, mais on part longtemps. La personne qui reste là, il faut qu'elle soit débrouillarde. Ouais, c'est ça, elle est toute seule avec la population locale. Son mari n'est pas là. Ouais. Ça prend quelqu'un de fort. Honnêtement, ça prend quelqu'un de fort.